Bonsoir YouTube, reprise de Le Royaume de la Discorde, les Chroniques d'Almaron, pardon, le tome 1. Et je suis en train de fuir le petit village ou la petite ville de Tantarel, accompagné de la jeune servante magicienne. Et hélas, je me fais remarquer par on va dire, des mercenaires de la meute d'Orun, et malheureusement, il ne sera pas possible de les convaincre que je suis un ami. Donc je vais être obligé de dépenser un point de sortilège, je me rends au 284, en espérant qu'un sortilège puisse me servir, me permettre de me sortir de ce guêpier, ce qui n'est pas sûr. Alors j'ai Aqua Possum, rendez-vous au 2, Ignis Possum, Telurbellum. Alors l'étincelle c'est compliqué, Ignis Possum, je ne l'ai pas. Ignis Possum, je ne l'ai pas, donc je n'ai que Aqua Possum. Ça sera le 2. Est-ce que ça va me servir à quelque chose? Je crois que c'est respirer sous l'eau, mais il faut que je vérifie d'ailleurs. On va vérifier tout de suite. Aqua Possum. Alors je m'excuse, hein, Contrôle de l'eau. Bah, c'est tout à fait adapté, bien sûr. 2. Vous perdez un point d'arcane. Vous prononcez prestement la formule et vous voyez surgir de l'étang une trompe d'eau, à l'apparence vaguement humaine, qui projette vos adversaires au sol et disparaît aussitôt. Si vous en profitez pour fuir, rendez-vous au 293. Si vous les attaquez, considérez qu'ils ne sont plus que 2 à pouvoir se battre, rendez-vous au 326. Je vais en profiter pour fuir. Alors je perds un point d'arcane, je passe à 3. Je passe à 3 et donc je vais au 293, pourvu que ce soit bon. En vous référant à la carte du début du livre, choisissez le cap vers lequel vous souhaitez vous diriger. Si vous continuez vers la colline de Marmat, rendez-vous au 266. Si on bifurque vers la route royale, de 58. Donc là, je vais forcément vers la colline de Marmat pour essayer de rencontrer les frères Kuntarfeld. Rendez-vous au 266. Vous progressez lentement sur le chemin qui grimpe dans la colline. Le soleil s'élève paresseusement dans le ciel, recouvrant la végétation d'une aura rosâtre. Vous marchez depuis moins d'une heure lorsque soudain, venant de la route, vous entendez le fracas de sabots martelant le sol. Vous avez juste le temps de plonger dans les broussailles au moment où une troupe de cavaliers surgit. Il s'agit de guerriers de la phalange se dirigeant vers Tantarel. Pieds et poings liés, 8 hommes, arborant l'insigne de la robe grise, l'ordre de chevalerie resté fidèle à l'ancien roi, sont entassés sur un chariot. Leurs visages tuméfiés témoignent des mauvais traitements qu'ils ont subis. Cette découverte vous permet de comprendre que ces chevaliers, malgré la dissolution de leur ordre, semblent encore vouloir résister à la folie des princes régents. Cette rencontre fortuite vous fait gagner un point d'information. Je passe à 2. Je rappelle qu'il m'en faut 6. Alors, j'ai perdu mon paragraphe. Voilà qui doit pouvoir arriver. C'est là, 241. 241. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer avec mes petits mouvements de caméra. Le chemin que vous empruntez serpente autour de la colline. Une petite cascade s'écoule de ses flancs et vient se jeter dans la rivière Zarno-Zema, loin sur votre gauche. Alors, est-ce que cette rivière est représentée? Donc, nous serions vers les collines de Marmat, par ici donc. Et il y aurait une rivière. Cette rivière n'est pas représentée sur cette carte.
Plus haut, vous distinguez un bosquet d'arbres feuillus. Vous vous installez sur un rocher plat pour réfléchir à la suite que vous allez donner à votre voyage. La cruauté de la phalange noire, la garde prétorienne des princes a de quoi vous inquiéter. La seule possibilité de prévenir l'impératrice des événements qui secouent Shannara serait soit de rejoindre le port de Pithol et d'embarquer sur un navire, soit d'atteindre la cité libre de Kronenstadt, au-delà du bourbier. Après avoir traversé la colline, il faudra bien vous décider. Vous reprenez votre progression et alors que vous êtes sur le point de dépasser la cascade, vous entendez le sifflement caractéristique d'une flèche. Lancez les dés. Difficulté 2D. C'est pas énorme. Évidemment, on ne va pas prendre de dés de réserve. J'en ai un et j'en ai un. Égalité, je recommence. J'aime bien lancer les dés finalement. Alors, ça fait quoi ça? Eh bien, ça fait un échec. Ça fait un échec. C'est bien ça. C'est très punitif. Hein. C'est très punitif. Je n'ai que des chiffres pairs. Ça, c'est quand même pas de bol. Bon. Alors. J'ai échoué. Rendez-vous au 208. Vous hurlez de douleur lorsque la flèche vient se ficher dans votre avant-bras, le transperçant de part en part. Si vous ne connaissez pas le sort médicantem, vous devrez, lors de chaque combat à venir, augmenter la difficulté de 1 dé jusqu'à ce que vous trouviez un moyen de guérir votre bras. Alors je connais le sort médicantem. Une autre flèche siffle à vos oreilles et vient se ficher dans l'herbe à quelques centimètres de votre botte. Vous vous jetez à plat ventre et rampez vers l'abri qu'offre un arbre déraciné. Une fois couvert, vous reprenez votre souffle. Une voix qui semble provenir de derrière la cascade s'élève. Laisse-nous ton or et tes objets de valeur, voyageur imprudent, ou c'est ton cadavre que nous jetterons dans la rivière. Si vous acceptez, rendez-vous au 165. Si vous désirez utiliser un sortilège pour vous tirer de ce mauvais pas, rendez-vous au 265. Je ne peux pas accepter, c'est pas possible. 265. Je peux même pas essayer l'autre, ça va me couler ma partie. Alors, on peut utiliser Aquapossum, Invisibilis, Vos Horribilis ou Tellure Bellum. Je vais utiliser Invisibilis, ça me paraît être la plus adaptée, le 218. Une fois la formule prononcée, vous vous fondez dans le paysage, vous perdez un point d'arcane. Profitant de votre invisibilité, vous pouvez continuer votre ascension de la colline sans encombre, à moins que vous ne préfériez en savoir plus sur vos agresseurs. Je perds un point d'arcane, je passe à 2. C'est dangereusement bas. Rendez-vous au 312. Vous vous glissez derrière la cascade. 4 hommes à la mine patibulaire sont cachés dans une excavation qui forme une petite grotte parfaitement masquée par le rideau d'eau. Profitant de votre invisibilité, vous fondez sur votre adversaire. Vous faites passer de vie à trépas 2 d'entre eux avant que votre sortilège ne cesse. En vous voyant apparaître, les 2 autres maraudeurs se ruent sur vous, leur dague pointée sur votre gorge. Difficulté 3D. Si vous êtes vainqueur, vous pouvez décider de faire un prisonnier. Si vous les tuez tous, rendez-vous au 297. « 3D contre 4D. Voilà, vu que j'ai pas eu de chance du tout sur ce lancer de dés, je vais essayer la loi des séries et je ne vais pas dépenser de dés de réserve. Alors j'en ai 3 et lui n'en a qu'un. C'est gagné. Alors, je suis vainqueur, et est-ce que je fais un prisonnier Je crois que j'avais fait un prisonnier sur l'autre, mais il avait cherché à me tuer. Je les tue tous. Là, voilà.
297. Les 4 cadavres baignent dans une mare de sang. Vous remarquez que leur corps porte des tatouages de bagnards. La fouille de la caverne vous permet de trouver 17 pièces d'or. Si vous désirez, vous pouvez également prendre parmi les armes de vos assaillants un fouet, une dague et un arc, si vous n'en avez pas déjà un, accompagné de son carquois et de 5 flèches. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas transporter plus de 3 armes sur vous. Alors 17 pièces d'or, je vais noter tout ça, je vous demande un instant. Je passe donc à 27 puisque je n'avais rien dépensé. J'ai une épée et une dague, donc je vais rajouter un arc avec 5 flèches. Et est-ce que je remplace la dague, le fouet? Bon, un fouet. Je vais remplacer la dague par un fouet. Voilà, donc ça me fait 3 armes, une épée, un arc et un fouet. Rendez-vous au 351. Le sentier serpente entre de grosses souches d'arbres. Le clapotis de la rivière résonne alentour. Plus loin, le chemin bifurque car droit et descend vers une route plus large. En vous protégeant de la lumière du soleil, vous remarquez en contrebas un bâtiment d'où s'échappe une épaisse fumée. Si vous continuez votre ascension, rendez-vous au 399. Si vous descendez vers le bâtiment fumant, 9. Je vais vers le bâtiment fumant. Il y avait une illustration que je n'avais pas remarquée. Je vous la montre. 9. Je préfère le style d'écriture de ce livre à l'hiver des hommes. On sent que c'est un écrivain français et on sent que l'hiver des hommes, c'est une traduction. C'est léger, hein, c'est bien écrit aussi, mais je suis plus à l'aise dans ce livre. Alors que le soleil continue sa course dans le ciel, vous arrivez à un carrefour. Sur le bord de la route, vous apercevez un relais pour voyageurs récemment incendié, à en juger par la fumée noire qui s'élève encore en épaisse volute. Tout autour, des cadavres jonchent la route. Si vous décidez de fouiller les corps, rendez-vous au 228. Je vais fouiller les corps, 228. Je vais la jouer charognard. Votre macabre recherche vous permet de trouver un poignard que vous dissimulez dans votre botte. Notez-le sur votre carnet d'aventure. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas avoir plus de 3 armes. Vous continuez votre route. Ouais, bon, un poignard, c'est comme une dague, je vois pas l'intérêt. Rendez-vous au 44. Il y en a peut-être un. Pour l'instant, je ne sais pas. Alors que vous dépassez le relais détruit, vous entendez un bruit qui ressemble à s'y méprendre aux pleurs d'un nouveau-né. Intrigué, vous contournez la bâtisse fumante. Derrière, le terrain s'incline en pente douce. Quelques rochers épars sont disposés çà et là, à faible distance de la route. Derrière l'un d'eux surgit soudain un enfant. Il est aussitôt rejoint par une femme d'âge mûr qui l'attrape par le col et le ramène à l'abri des roches en vous jetant un regard apeuré. Si vous désirez aller à leur rencontre, 204. Sinon, 244. 204. La fatigue se fait un petit peu sentir parce que je bégaye un peu plus qu'en début de soirée. Ou alors j'ai besoin d'un verre d'eau. 204. Derrière les rocs, un abri de fortune fait de toiles tendues a été aménagé. Une dizaine d'enfants de tous âges semblent avoir beaucoup de peine à rester silencieux. Un vieillard somnole dans l'herbe, aussitôt réveillé par un homme plus jeune dont la ressemblance frappante vous fait penser qu'il s'agit de son fils. La femme vous observe avec une angoisse non dissimulée. « Nous n'avons plus rien, vous dit-elle, l'air suppliant. Les phalanges nous ont tout pris.
Vous leur assurez que vos intentions sont pacifiques et ils vous invitent à partager leur maigre repas. Cette famille vivait de l'exploitation du relais. La route très fréquentée à cet endroit par les voyageurs se rendant vers le port ou vers la capitale était un lieu privilégié pour un tel commerce. Mais depuis la nuit précédente, vous explique-t-elle, il ne leur reste plus rien. Les phalangistes ivres, après avoir refusé de payer leurs nombreuses bières, ont commencé à devenir belliqueux. La rixe qui s'en est suivie a dégénéré et s'est soldée par la mort d'un milicien. Fous de rage, ses comparses ont mis le feu à la masure et ont décimé les clients de l'auberge. Une troupe de brigands de la région, connue sous le nom de Meute de Rune, a alors fait irruption et a pris la défense de quelques clients survivants, contraignant les miliciens à fuir. La femme se met à sangloter. Ils nous ont dit de rejoindre la passe du Bourbier. Là-bas, la meute pourra nous faire entrer dans un convoi partant vers la ville libre de Kronstadt. Malheureusement, le prix du passage est élevé et nous n'avons plus rien. Elle baisse la tête et se cache le visage de ses mains. Vous gagnez 1 point d'information. Avant de prendre congé, vous pouvez leur donner 5 pièces d'or. Rendez-vous au 378. Bien sûr qu'on va leur donner 5 pièces d'or. Alors, 1 point d'information, je passe à 3. Il m'en manque plus que 3. Et je vais au 378. Que ton nom soit sanctifié, étranger, nous prierons à Malron de guider tes pas loin de l'inframonde, dit-elle, comme le veut la coutume en pareille circonstance. Rayez 5 pièces d'or de votre carnet d'aventure et gagnez un dé de réserve. Ça, c'est très bien. 5 pièces d'or, je passe à 22. Et je repasse à 5 dés de réserve. Rendez-vous au 244. Le chemin que vous suivez contourne la colline de Marmatte. Au loin, vous apercevez les premières vapeurs qui annoncent le Bourbier, distant d'au moins 4 journées de marche. Sur votre droite, la route devient plus large et conduit vers Talicentre, la capitale de Shennara, et vers le port de Pitol. À gauche, la rivière Zarnozema continue sa course dans le bois aux chênes, longé par un petit sentier. À travers les branchages, vous distinguez un moulin à eau en ruine. Alors que vous hésitez quant à la direction à prendre pour poursuivre votre voyage, vous passez à côté de la carcasse d'un crus-sac étendu sur son flanc. Vous vous arrêtez pour observer les alentours lorsque le craquement d'une branche attire votre attention. Dans les profondeurs du sous-bois, une silhouette titubante pénètre dans le moulin. C'est un homme lézard de la race des centuplides. Il est de très haute taille et semble blessé. Si la jeune servante de la Dorès est avec vous, rendez-vous au 431. Elle est avec moi. Je vais au 431. Il est à l'agonie, vous murmure Zilla. Il doit certainement fuir les miliciens, ajoute-t-elle d'un air empreint de lassitude. Viens, il faut le guérir. Sans vous laisser le temps de la retenir, elle file vers le moulin. Rendez-vous au 113. Vous la suivez jusqu'à l'entrée de l'édifice branlant. Le géant centuplide empoigne sa hallebarde et vous toise d'un sombre regard. Il semble extrêmement affaibli. Des dizaines d'estaphylades sont visibles sur son corps. Zilla s'arrête et lui dit avec assurance « Sans mon aide, tu mourras. Laisse-moi faire. » Elle s'approche du blessé et lui pose un médaillon rouge sur le front. Le centuplide, tout en vous maintenant à bonne distance avec son arme, accepte les soins. Une aura bienfaisante émane du bijou et peu à peu, le robuste guerrier reprend des forces. Les yeux de Zilla brillent d'une lueur écarlate. Elle semble en transe et s'élève à quelques centimètres au-dessus du sol. Alors que vous êtes absorbé par ce spectacle, une voix brise le silence. « Étranger, Sinistros veut te parler.
Rendez-vous au 34. L'intérieur du moulin est éclairé par les multiples orifices creusés par l'usure et le temps. Des raies de lumière s'infiltrent et colorent d'une lueur tamisée la scène qui vous fait face. La voix, puissante et majestueuse, s'élève à nouveau et sème le trouble dans votre esprit. Elle semble résonner dans votre tête. Je suis Sinistrose, maîtresse des sœurs zélotes et grande propagatrice des arcanes. Je te parle au travers du corps de cette jeune fille, Zila, adepte de mon ordre. À chaque fois qu'elle fait usage de sa magie, je peux voir, entendre et parler à travers elle. Tu sais sans doute le mal qui a été commis à Shannara depuis que les deux princes gouvernent. Cette situation risque bien d'empirer. La convoitise des félons est insatiable. Après Shannara, ce sera le tour des autres contrées libres. La voix marque une longue pause, puis reprend. Ton anneau trahit ton appartenance à la guilde des diplomates. Il y avait longtemps que je n'avais plus rencontré un spécimen de ces intrigants. Son ton se fait à ce moment-là plus sec. Ton ordre et le mien n'ont pas toujours servi les mêmes desseins. Aujourd'hui, nous devons mettre notre méfiance réciproque de côté et œuvrer à la destruction des princes. Les yeux de Zila vous fixent étrangement, comme si elle ne vous voyait pas. Tu dois m'aider, reprend la voix de Sinistrose. Cette jeune fille est le salut du pays. Emmène-la à Kronstadt, la cité libre. Une fois son corps à l'abri de la phalange noire, je pourrai contacter mes alliés sans risque et préparer la défense du royaume. Vous répliquez aussitôt que vous feriez mieux de vous mettre en route pour aller avertir l'impératrice, mais la voix vous coupe de manière si abrupte que vous n'osez continuer de parler. Pauvre fou, jamais tu ne pourras embarquer sur un navire. Les phalanges contrôlent désormais tout le pays. Seule l'étendue marécageuse du Bourbier et la cité libre échappent encore à leur vigilance. Pour son salut et celui du royaume, tu dois emmener cette fille à Kronstadt. Derrière la voix, vous entendez de faibles gémissements. C'est la petite qui reprend ses esprits. Dès son réveil, je perdrai le contact avec toi. Iras-tu à Kronstadt mettre Zila à l'abri des limiers du prince ? Vous gagnez 1 point d'information. Si vous acceptez, rendez-vous au 197, sinon 256. Je vais bien sûr accepter 1 point d'information. Je passe à 4. « 197. Sache que ta seule chance d'atteindre Kronstadt est de te rendre à la passe du Bourbier qui est sous le contrôle de la meute d'Orun, une bande de brigands. Ils profitent de la guerre pour faire passer à prix d'or les réfugiés vers la cité libre. Chaque semaine, un convoi traverse les marais du Bourbier, escortés par la meute. C'est un long et dangereux voyage, sois prudent. Le centuple blessé n'a pas cessé de vous regarder pendant tout l'entretien. La situation a dû lui paraître étrange. En effet, à ses yeux, vous parlez tout seul. Il semblerait que la voix de Sinistrose n'existe que dans votre tête. Ce guerrier centuplide est un rescapé des prisons de la phalange. Il se nomme Telgosh. Je l'ai lu dans son esprit. Il se dirige aussi vers la passe du Bourbier. Malgré son mutisme, il peut être d'un grand secours. Ses tortionnaires lui ont tranché la langue lors de son séjour à Pictol. Tu peux lui faire confiance, il n'y a pas de meilleur allié car il est puissant et silencieux. Va, emmène la fille. Peu à peu, la voix s'estompe et Zila reprend connaissance. Rendez-vous au 313. Zila reprend ses esprits, le regard confus. Lorsque vous lui expliquez la situation et la responsabilité qui vous incombe, elle devient d'une pâleur cadavérique. Elle semble terrifiée d'être ainsi le réceptacle de Sinistrose, la grande maîtresse de son ordre. Résignée, elle se blottit dans un coin de la pièce et s'assoupit.
Le centuplide, épuisé par ses blessures, ne tarde pas à faire de même. Après quelques minutes de méditation pendant lesquelles vous réfléchissez à votre voyage vers Kronstadt, vous tombez vous aussi dans les limbes du sommeil. Vous gagnez un dé d'action de réserve. Ah, je passe à 6. Au petit matin, vous êtes réveillé par une secousse sur votre épaule. Le centuplide vous fixe de ses yeux reptiliens et vous indique l'entrée du moulin où filtrent déjà les premières lueurs de l'aube. Après une maigre collation, vous vous remettez en route en suivant la rivière. Le bois aux chênes continue vers le nord-est et les alentours deviennent de plus en plus clairsemés à mesure que vous progressez. La passe du Bourbier doit se trouver à 25 lieues de la sortie du bois. Vous pourriez y arriver en 3 jours, à la tombée de la nuit. Le centuplide vous précède à grandes enjambées, tandis que Zila dissimule stoïquement son épuisement. Après une bonne heure, vous cessez de suivre la rivière Zarno-Zerna et obliquez plus à l'est. Le paysage se transforme peu à peu et les hauts chênes laissent la place à des terrils, signe de la présence d'exploitations minières pour l'excavation du charbon et du vodékel, un minerai précieux. Enfin, vous sortez du bois et contemplez devant vous les terres charbonneuses de Dagos. Pour atteindre la place du Bourbier, vous devez traverser le champ de terrils qui s'étend jusqu'à la petite ville de Roquelogis. 2 chemins s'offrent à vous. Préférez-vous vous diriger vers le nord-est, 322, ou optez-vous pour le sud-est? Vous pouvez également grimper sur un terril pour vous assurer que la voie est libre de tout danger. Eh bien, je vais grimper sur le terril 223. Je ne sais plus ce que j'avais eu. Il faut prendre des notes. Plus de notes. Avec vos compagnons, vous grimpez sur la butte de terre et de charbon. L'ascension est harassante, mais le spectacle en vaut la peine. Arrivé au sommet, vous voyez devant vous se déployer tout le paysage frontalier. Une vaste étendue de terrils qui se succèdent et qui, de votre poste d'observation, ressemble à des taupinières géantes. Au-delà, la majestueuse chaîne du Pic Noir barre l'horizon. Sous la montagne, vous savez que vous trouverez la passe du Bourbier, un pont gigantesque qui enjambe la faille de Taza. De l'autre côté des montagnes, les marais étirent leurs terres humides vers Kronstadt, Madrialis et plus loin encore vers le Sveagen. Plus près de vous, la route du nord-est serpente entre d'anciennes mines désaffectées. Celle de l'est suit une voie pavée qui mène à une tour de guet. Cette voie semble plus directe, mais risque de vous exposer. Vous vous apprêtez à descendre lorsque soudain vous distinguez un mouvement à l'horizon. Vous reconnaissez des hommes en armes qui s'agitent au bord de la tour, aux abords de la tour. À présent, désirez-vous vous diriger vers les mines ou vers la tour? Eh bien, ce sera vers les mines et il est temps de lire la lettre. Donc, 322, je le note, et la lettre c'était le 124. Je l'ai déjà lu une fois, mais je vais la relire. Voici ce qui est écrit sur le parchemin. Cher Doualadores, nous sommes heureux de te voir sain et sauf à Tartarel. Le chemin qui règne à Shennara est décidément mauvais. Depuis que nous avons appris que l'ordre de la Rose Grise a été dissous, mon frère et moi-même avons fui la capitale. Nous avons trouvé asile dans une mine abandonnée. Nous sommes trop vieux pour tenter le voyage vers Kronstadt. Notre nouveau refuge ne ressemble en rien à la guilde des alchimistes, mais au moins ici nous pouvons continuer nos expériences sans être trop dérangés. Si tu as un jour besoin de nos services, viens nous trouver dans la vieille mine de Dagos, au nord-est du bois aux chênes. Tu seras, comme toujours, le bienvenu. Gardons espoir que la crise prenne fin rapidement. Sois prudent sur les routes et Camaron guide tes pas loin de l'Atramonde. Kerzius et Arnal Kuntarfeld. Post-scriptum, notre laboratoire est protégé par un golem. Crie la formule Claudio Pupares et il s'immobilisera. Retournez au paragraphe dont vous venez, c'est le
Alors je devais aller au 322. Je vais m'arrêter là. Donc pour vous, la vidéo va continuer. Mais moi, comme l'heure est un petit peu avancée, ma lecture est, je trouve, de plus en plus mauvaise. Et donc je vais être obligé de m'arrêter. Donc on reprendra au 322 dans quelques instants pour vous et demain pour moi. Me revoici, la luminosité a un petit peu changé. Aujourd'hui, je joue en plein milieu de l'après-midi. C'est un petit peu moins, on va dire, immersif, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Nous en étions rendus donc au 322, c'est-à-dire que nous remontons vers la... Alors, Zarno-Zerna, est-ce que c'est pas cette rivière-là qu'il était indiqué? Ouais, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. La rivière est bien indiquée sur la carte, c'est vraiment ballot de ma part. Je l'ai pris pour un chemin, en fait. Hein. Donc on doit se trouver par ici, je pense. 322. La route monte et descend suivant le rythme des terrils. Ça et là s'ouvrent des brèches dans les flancs des monticules. Il s'agit d'anciennes voies d'accès pour entrer dans le réseau minier de Dagos. La plupart sont obstruées par des éboulis. Vous en connaissez la raison. Il y a de cela 30 ans, bien avant le conflit entre les Crinales du Sveagen, une guerre sans merci ravagea Shennara. Les adeptes du culte interdit d'Antarat, voués au voile de la destruction, invoquèrent les sombres habitants de l'inframonde. Les légions démoniaques se déversèrent sur le pays en sortant par multitude des mines de Dagos. Argélite parvint à fermer le portail du pic noir et les viles créatures s'évanouirent en fumée. C'est cette victoire éclatante sur les forces d'en bas qui permit à Argélite d'accéder au trône. Par précaution, on condamna toutes les entrées de Dagos et l'exploitation du Vodécal prit fin par la même occasion. Un silence inquiétant règne alentour. Zila est d'une pâleur maladive et vous constatez que même tête gauche semble effrayée par l'endroit. Plus loin à gauche, vous trouvez une voie ouverte. Cette découverte vous fait froid dans le dos. Si vous désirez pénétrer dans les mines de Dagos, de si triste mémoire, 300. Oui, bien sûr. Rappel, vous pouvez faire avance rapide si vous avez déjà entendu ces passages, il n'y a pas de souci. Un vent chaud et humide souffle des profondeurs de la mine. Des relents de soufre et de salpêtre envahissent vos narines. Le centuplide semble fort gêné par ces odeurs. Vous progressez lentement, éclairé par le seul rayonnement des minerais de Vodécal qui parsèment les parois. Au bout du tunnel, un large escalier en colimaçon, grossièrement taillé dans la pierre, s'enfonce loin dans les entrailles de la terre. Que faites-vous? Emprunter l'escalier ou sortir au plus vite? J'emprunte l'escalier, bien sûr. 121. Après une descente de plusieurs minutes, vous débouchez dans un large tunnel au centre duquel gît une flaque de boue fumante et odorante. Juste derrière, vous remarquez un panneau de bois sur la paroi. Sur la droite, une galerie s'enfonce dans les profondeurs. Alors que vous discutez avec vos compagnons pour décider ce qu'il convient de faire, vous voyez quelque chose s'agiter dans le tas de boue. Il semble s'animer de lui-même et, aussi incroyable que cela puisse paraître, il prend peu à peu forme humaine. Né de la terre humide, un golem de 3 mètres de haut, le visage lisse comme une dalle polie, se dirige vers vous d'un pas hésitant, les mains tendues vers votre gorge. Si vous possédez la lettre des frères Counterfield, rendez-vous au 373. Alors, j'ai la lettre 373. Vous rappelant la formule inscrite sur le parchemin, vous criez Claudio Pupares d'une voix forte. Le golem s'immobilise aussitôt. Derrière lui, le portail en bois coulisse vers la gauche, laissant apparaître une large pièce éclairée par des flammes vacillantes. Impressionnés par votre démonstration, vos compagnons vous emboîtent le pas dans la salle. Rendez-vous au 178.
La salle qui s'offre à votre regard est en fait une énorme grotte au plafond voûté. Une épaisse fumée s'échappe d'une marmite, rendant les contours de la pièce très flous. Sur les parois, des étagères plient sous les flacons, bouteilles et outils de laboratoire en tout genre. Un vieillard aux cheveux gris et vêtu d'une toche pourpre, pourvu d'une multitude de poches, vous tourne le dos, totalement concentré sur le bouillonnement d'un liquide jaunâtre. À ses pieds, une étrange créature ressemble à un batracien, observe son maître de ses yeux globuleux. À l'autre extrémité de la pièce, un autre homme, plus vieux encore que son compagnon, trône sur un fauteuil d'ébène en vous fixant d'un regard lointain. Sans bouger, il laisse échapper quelques mots de sa voix chevrotante. « Késus, je crois que nous avons de la visite. » 192. Les deux vieillards ne semblent pas du tout impressionnés par votre intrusion. Ils jettent des regards étonnés vers Zilla et Telgosh. « Je suis Arnal Kuntarfeld, » dit le vieillard à la toche pourpre. « Et voici mon frère Késus. Qu'est-ce qui vous amène dans ce lieu ?» Vous hésitez quelques instants sur la manière de leur répondre, mais la bonté qui se dépeint sur leur visage vous invite à la confidence. « Nous fuyons la phalange noire, » répondez-vous. Le visage de Késus prend un air las et résigné, puis, relevant la tête, il s'écrie « Soyez les bienvenus dans notre modeste laboratoire. Nous sommes aussi des fugitifs, quoiqu'à vrai dire, nous irons moins loin que vous. J'ai 79 ans et mes jambes ne pourront jamais me porter jusqu'à la cité libre. Quant à mon frère... » Il jette un regard vers Arnal, qui, souriant d'un air malicieux, reprend d'une voix éraillée par les années. « Mais 101 ans ne me permettent même plus de me lever de ce fauteuil, et puis l'air des marais serait néfaste pour nos os fatigués. » Vous êtes surpris par la force qui émane de ces deux personnages. Après avoir bu une bonne rasade de bière, Xa Tamarienne, vous gagnez un dé d'action de réserve. Vous racontez à vos hôtes la découverte du complot des princes et le périple qui vous a conduit jusque dans cette mine. Lorsque vous nommez Dueladores Mact, les deux vieillards soupirent tristement. « Ainsi, Dueladores est mort, » dit Arnal. « Je connaissais sa mère alors qu'il n'était encore qu'un nourrisson. C'était un homme intègre. J'espère de tout cœur que son cœur repose loin de l'inframonde. Si vous possédez une épée runique, 76. Donc je me rajoute un dé de réserve, je passe à 7. Alors j'ai l'épée runique. Il va me la booster. Je l'espère. Késus remarque immédiatement l'épée runique qui barre vos épaules. Tiens, l'épée runique. Notre bon roi Argalite l'a portée à ses côtés quand il fut terrassé par Ostrom, le chef de clan des Crinal, lors de la guerre du Svergen. Dueladores la découvrit sur son cadavre et au lieu de la remettre au prince régent, comme le veut le protocole, il la cacha dans un endroit où personne ne penserait jamais aller la chercher, sa propre grange. C'est moi, d'ailleurs, qui lui ai suggéré cette idée, ajoute-t-il, non sans fierté. Le visage illuminé par un sourire malicieux. Cette épée possède 3 vertus, reprend-il après une pause. Je peux déchiffrer la première. Pour les 2 autres, il te faudra trouver quelqu'un de plus compétent que moi. La première vertu est la résurrection. Sache que si tu te bats un jour contre un crinal, cette lame pourra te sauver la vie. Il prononce la parole Xarsibem et la lame de l'épée se met à luire faiblement. Notez que vous avez déchiffré la première inscription de l'épée runique. Si vous êtes amené à vous battre contre un crinal et que vous perdez le combat, l'épée vous ressuscitera et vous pourrez reprendre le combat où vous l'aviez laissé. Ce pouvoir ne pourra être utilisé qu'une fois, rendez-vous au 111. Alors, première inscription déchiffrée. Je note, première inscription déchiffrée. 111. Vous discutez de longues heures au coin de l'âtre brûlant. Késus se propose de vous soigner. Si vous étiez blessé au bras, c'est le cas, mais je connaissais aussi le sortilège médicantène, donc ça n'avait pas d'influence à ma connaissance. Vous apprenez que les Counterfield étaient des... Vous êtes désormais guéri, pardon, je termine ma phrase. Vous apprenez que les Counterfield étaient des alchimistes renommés dans leur guilde.
Le sage Arnal s'est spécialisé dans les aspects curatifs des mélanges alchimiques, alors que son frère Césius, plus téméraire, a étudié de longues années les vertus des mélanges contraires, c'est-à-dire ceux qui provoquent de retentissantes explosions. Leur savoir vous subjugue et vous ne perdez pas une miette des récits qu'ils racontent avec une fierté à peine dissimulée. Vous apprenez ainsi que la meute d'Orun occupe la passe du Bourbier et quiconque traverse la faille de Taza est soumis de facto à la loi de la meute. De sévères règles édictées par Orun lui-même. Il y a quelques jours, les guerriers de la Phalange Noire se sont postés devant le seul point de passage qui permet de traverser la faille de Taza. Il semblerait qu'ils n'aient, à ce jour, pas réussi à franchir le pont, les archers des brigands les ayant à chaque fois repoussés. Si vous voulez traverser la faille, la tâche ne sera pas simple, songez-vous. Vous voyant ruminer de sombres pensées, Césius ouvre un coffret en métal poli et s'approche avec un curieux objet à la main. « Prends ce récipient, vous dit-il. Il contient les mélanges contraires. Cela pourrait être utile pour te débarrasser de tes ennemis. Ce n'est certainement pas un moyen très discret, vous avertit-il, mais la puissance des mélanges contraires est efficace, crois-moi. Il vous tend 2 petites demi-sphères reliées entre elles par un tube de métal surmonté d'un bouchon. Chaque partie renferme un des mélanges. Si tu retires le bouchon, ils entreront en contact et provoqueront une explosion. Mais attention, une fois le bouchon retiré, tu ne disposeras que de quelques secondes pour t'en débarrasser. Sa puissance n'est pas faite pour les indécis. Vous le remerciez en prenant précautionneusement le précieux explosif. Quelle arme redoutable, pensez-vous. Notez que vous possédez les mélanges contraires. Vous pourrez les utiliser qu'une fois. Vous ne devez pas les compter comme une arme. Si vous désirez prendre à présent congé des alchimistes, rendez-vous au 95. Si vous désirez profiter encore un peu de leurs connaissances et leur poser des questions sur Orun et sa meute, rendez-vous au 316. Si je m'attarde trop, c'est pas bon. Si je m'attarde trop, c'est pas bon, parce que je vais être obligé d'utiliser les mélanges contraires. Mais d'un autre côté, je vais peut-être avoir quelques précieux points d'information. Bon, je vais prendre congé, 95. Alors, mélange contraire, il faut que je note. Mélange contraire. Vous saluez les sympathiques alchimistes et reprenez le chemin de la sortie. Dans le passage, vous remarquez sur votre gauche des minerais de vodécale qui brillent dans la pénombre. Vous vous arrêtez pour en extraire quelques-uns. Notez que vous possédez 3 pierres de vodécale. Une fois parvenu à la sortie de la mine, vous reprenez le chemin du nord. 3 pierres de vodécale. Donc je vais faire un petit gros plan sur ma feuille de personnage parce que je pense que je reprendrai à cet endroit si malheureusement il m'arrive quelque chose. Je ne reprendrai pas au début. Donc j'ai quand même 7 dés de réserve, c'est pas mal. J'ai 22 heures, c'est pas mal. Je suis bien. En dehors des points d'arcane, il ne m'en reste que 2. Voilà pour le petit. Et puis je dois me trouver dans ce coin-là. 206. Vous marchez moins d'1 heure en direction du nord avant de vous arrêter à l'ombre d'un terril plus grand que les autres. Si vous faites halte pour dormir, rendez-vous au 418. Si vous désirez continuer de marcher durant la nuit, rendez-vous au 234. Alors je vais faire halte pour dormir parce que je sais que marcher durant la nuit ici est très dangereux. Il y a une bestiole très spéciale là qui prend l'imitation d'une pierre précieuse verte et c'est pas bon du tout. Il est inutile de la combattre. Donc 418. Puis je crois que je vais encore avoir 418. Vous vous couchez à même le sol et tombez dans un profond sommeil sans prendre le temps de manger. Vos compagnons vous imitent et quelques instants plus tard, dans l'étendue déserte de Dagos, seuls les ronflements du centuplide se font entendre. Vous gagnez un dé d'action de réserve.
Alors je passe à 8, excusez-moi. C'est pas mal. Le lendemain, vous vous remettez en chemin de bonne heure au milieu d'un paysage de plus en plus aride. Ça et là, des promontoires rocheux surplombent la piste. Après avoir marché durant toute la journée, vous consentez à vous arrêter à l'abri d'une haute falaise qui se dresse peu à peu de distance de la route. Le vent du nord s'est levé et agite les rares buissons qui parsèment les terres asséchées. Durant les quelques minutes qui précèdent le crépuscule, vous dévisez calmement avec vos compagnons. C'est la première fois que vous vous accordez réellement du repos depuis que vous avez quitté Tantarel. Confortablement pelotonné dans votre manteau, vous écoutez Zilla raconter la vie qu'elle menait avant sa fuite. Elle servait dans le temple de Sinistrose à Talicentre, la capitale de Shennara. Après la prise de pouvoir des princes régents, la vie quotidienne au temple ne fut plus pareille. Les soldats harcelaient chaque jour les sœurs zélotes pour de prétendues autorisations qui relevaient des pouvoirs locaux. Le climat de la ville devenait de plus en plus tendu. Chaque jour, de nouveaux miliciens venaient grossir les rangs de la phalange. Un matin, alors qu'elle étudiait les arcanes mineures dans la bibliothèque, des soldats sont arrivés aux portes du temple. Ils étaient différents des miliciens habituels, souvent recrutés parmi les classes les plus pauvres de la ville. Ceux-ci étaient des guerriers endurcis, portant sur leur corps les stigmates de nombreux combats. Certains d'entre eux parlaient avec un accent qui n'était pas celui de Shennara. Elle pensa tout de suite qu'il s'agissait de mercenaires. Aussi, elle se cacha dans la salle de prière de la bibliothèque. Terrée dans un recoin sombre, elle assista impuissante au massacre des serviteurs du temple et à l'enlèvement des sœurs zélotes. Accablée par le désespoir, elle vécut alors un événement que jamais elle n'oubliera. Sinistrose elle-même lui apparut et la transporta par magie jusqu'au bord d'une route à la sortie de Talicentre. Zilla déambula seule durant 5 jours sans savoir où aller. Arrivée dans le village de Tehakim, elle apprit que la phalange recherchait activement une jeune sœur zélote d'environ 16 ans. Une aubergiste du village la reconnut et tenta de la livrer aux miliciens. Deladores Macht, qui était attablée dans l'auberge, s'interposa et la conduisit chez elle, chez lui, à Tantarel. Il lui raconta qu'il était à sa recherche depuis le jour de sa disparition, car il se demandait pourquoi les princes régents la convoitaient. Il avait comme dessein de l'emmener à Kronenstadt, la cité libre, pour la mettre à l'abri en attendant d'en savoir plus. C'est à ce moment-là que vous êtes arrivé et avez assisté à la mort de Deladores. Rendez-vous au 434. Les lunes sont à présent hautes dans le ciel. Tête gauche a lui aussi écouté le récit de Zilla, hochant de temps en temps la tête en signe de compréhension. Je ne connais rien de Kronenstadt, rajoute Zilla d'un air dépité, et encore moins la manière d'y aller. La nuit dernière, Sinistrose m'est apparue en rêve. Elle m'a assuré que je représentais l'unique chance de sauver les sœurs zélotes. Un lourd silence accompagne la fin de son récit. Tout autour de vous, seul le bruit des très petites îles, des insectes luminescents, viennent troubler le calme de la nuit. Après quelques minutes, c'est à votre tour de prendre la parole. Nous irons jusqu'à la faille de Taza, dites-vous d'un air que vous espérez déterminé. La difficulté sera de franchir la passe du Bourbier, seul point de passage pour accéder au marais menant à la route de Kronenstadt. C'est la meute d'Orun qui contrôle cette partie du pays. Il faudra négocier avec eux. Mais ne vous inquiétez pas, la négociation est justement mon métier. Dites-vous avec un sourire rassurant. Vous avez à peine terminé de parler qu'une voix sifflante résonne. Peut-être, mais il est difficile de négocier avec la meute. Vous ne réussirez jamais. Non, vous n'avez pas rêvé. C'est Tête Gauche qui vous parle ainsi, en vous fixant de son regard reptilien. Tu n'étais donc pas muet, articule Zilla, les yeux écarquillés. Je l'étais, ma guérisseuse, mais nous autres centuplides, nous avons des particularités, disons, héréditaires. Il esquisse un sourire et ouvre sa bouche, où vous remarquez un appendice en train de pousser. La nouvelle langue de
tête gauche. Rendez-vous au 304. Tête gauche poursuit son récit d'une voix sifflante. J'ai été emprisonné dans les geôles du port de Pitol, car depuis bien longtemps je me bats aux côtés d'Orun. C'est lui-même qui est venu me délivrer en attaquant la prison où j'étais détenu. Orun est un tyran cruel, il est froid, calculateur, méthodique et sans pitié. Mais c'est aussi un homme d'honneur. Tête gauche interrompt son récit, l'air pensif. Il se remémore sans doute les événements de son passé. Le prix à payer pour que la meute t'autorise à passer par la route de Kronstadt est bien trop élevé. Il est réservé à de riches fugitifs, marchands, nobles ou membres de l'administrum ou de la haute ecclésiarchie. De plus, Orun était au courant de l'importance de Zila. Jamais il ne te laissera passer, et encore moins avec celle qui pourrait constituer pour lui une précieuse monnaie d'échange. Rendez-vous au 281. Ta seule chance, c'est d'accepter de te soumettre à la loi de la meute, dit-il avec entrain. Vous demandez à tête gauche de vous en dire plus. C'est très simple. Orun t'obligera à lui prêter allégeance en te faisant boire le Deditionem, un élixir de soumission extrêmement puissant. La potion te laissera toutes tes facultés ainsi que ton libre arbitre, mais tu seras incapable d'entreprendre quoi que ce soit contre celui qui te l'aura fait boire et tu seras contraint de lui obéir. C'est grâce au Decisionem qu'Orun est devenu aussi puissant. Personne ne sait où il a su se procurer un tel filtre. J'ai moi-même bu cet élixir. Et le dernier ordre que m'a donné Orun était de retrouver cette fille. Il accompagne ces paroles d'un regard vers Zila. Vous vous relevez, prêt à lui bondir dessus, lorsque Zila s'interpose. Non, dit-elle, attends, ce sera beaucoup plus simple de parvenir jusqu'à la meute si tête gauche nous escorte. Les idées se bousculent dans votre tête. Depuis votre rencontre avec Zila et le centuplide, vous avez le sentiment d'être le jouet du destin. Et maintenant, il vous faudrait en plus boire une potion qui vous lierait à jamais à une crapule sanguinaire. La galerie principale menant à la passe du Bourbier est certainement surveillée par la phalange. Il nous faudra trouver un moyen pour l'atteindre. Après une pause, il rajoute. J'ai tout autant que vous deux envie d'en finir avec les princes félons, rétorque tête gauche. Orun est la seule carte qu'il nous reste pour mettre Zila à l'abri. Je te promets de t'aider jusqu'au bout, mais ne t'en prends pas à mon maître, car dans ce cas, je n'aurai pas le choix. Si après ce que tête gauche vous a dit, vous préférez lui bondir dessus et vous débarrasser au plus vite de ce traître, 342. Bien sûr que non. Je vais méditer ces paroles et je vais aller au 136. Vous gagnez un dé d'action de réserve, mais j'ai jamais été aussi haut, je suis à 9. Bon, il faut dire, j'en suis pas à mon premier essai. Ne vous moquez pas. Le soleil ne s'est pas encore levé quand tête gauche vous réveille. Ne tardons pas, murmure-t-il, il nous faut arriver à Roclogis. C'est la dernière ville avant la passe du Bourbier. Il faudrait l'atteindre avant la tombée de la nuit. Dès que nous nous engagerons sur la route, au-delà de la plaine de Dagos, le risque sera plus grand de croiser des miliciens de la phalange. Vous mangez un bout de pain rassis et buvez une rasade d'eau au goût de terre avant de reprendre votre marche. Les terrils se dressent de moins en moins haut au fur et à mesure que vous avancez, pour disparaître complètement à l'orée d'une étendue rocailleuse. Elle est parsemée de maisons en ruine et s'étire devant vous à perte de vue. Voici les terres charbonneuses, vous dit l'homme lézard. Vous vous remémorez les leçons de l'académie de la guilde, pourtant bien lointaine. Les terres charbonneuses comme unique cité, la triste Roclogis, une bourgade frontalière avec le marais du Bourbier. La région est habitée par les manouvriers des exploitations de charbon qui firent la renommée de Shannara. Elle a toujours attiré les pauvres hères en quête d'un gagne-pain, malgré les conditions de travail proches de l'esclavage. Un bruit de galop vous contraint de quitter le cours de vos pensées. Mus par un réflexe de survie, vous vous jetez tous les trois à terre derrière un des innombrables rochers qui parsèment les bords de route. Une troupe de 6 cavaliers en armure noire, venant en sens contraire,
galopent à bribes abattues. Leur passage dégage une épaisse poussière. Une fois qu'ils ont disparu, vous décidez avec vos compagnons de vous retrancher dans les ruines d'une bâtisse un peu plus loin. Rendez-vous au 348. Alors à noter qu'il n'y a eu aucun choix depuis pas mal de paragraphes, donc je vais quand même noter ce paragraphe, et si j'ose dire, je vais faire ma sauvegarde. La vision de ces cavaliers a refroidi votre ardeur. C'est bien trop dangereux de vous promener à trois dans cette route. Vous convenez avec vos compagnons d'aller seuls à Roque-Logis pour tenter de trouver le moyen le plus facile de franchir la passe du Bourbier. Vous décidez de laisser Zilla sous la protection de Telgoche. Vous leur promettez d'être revenus avant la tombée du jour. Rendez-vous au 238. Alors, 238. Alors là, il y a différents choix sur le 238. Donc je vais noter ce numéro quelque part. Hop. Parce que c'est ça le problème en fait. Dès que j'avance dans les pages, je ne me souviens plus du numéro précédent. Et si je veux reprendre juste avant, parfois c'est un peu compliqué. Donc voici. Alors que je fasse un petit dézoom, comme ceci. Un gros plan de ma fiche de personnage à ce moment-là, à nouveau. Voilà, maintenant on peut reprendre une fois que c'est fait. Alors, où est-ce qu'on est? Juste un petit mot sur la carte. Donc, nous venons de sortir de Dagos et nous sommes à Roque-Logis, le petit patelin qui est ici. Et nous allons nous engager, je l'espère, dans la passe du Bourbier. Enfin, c'est ce qui est prévu. La chaîne du Pic Noir n'est pas loin. Peut-être que nous irons par ici à un moment donné dans la série. Et pour l'instant, on se dirige vers Kronosdat. Voilà. Après 1 heure de marche, vous arrivez en vue de Roque-Logis. La bourgade est construite sur un terrain aride où ne pousse aucune végétation. D'énormes blocs de granit forment une sorte de barricade naturelle autour de la ville. Roque-Logis n'a aucune grâce et présente une apparence terne. À l'intérieur de l'enceinte, 2 quartiers sont séparés par un gigantesque escalier dont chaque marche doit mesurer près de 25 mètres de large. Le quartier inférieur est celui de tous les manouvriers et des soldats. Le quartier qui s'étend en haut de l'escalier est la propriété de la guilde des marchands et regroupe les habitations de tous les négociants, commerçants et autres riches personnalités de passage à Roque-Logis. Tous les bâtiments sont taillés dans le roc. Le gris et le noir sont les teintes dominantes de cette cité. Une auberge ou pend une enseigne de métal illisible vous fait face. La route devant vous forme un Y dont les branches passent de chaque côté de l'auberge. Vers la gauche, le chemin semble mener à une petite place. Sur la droite, il s'enfonce dans le quartier des manouvriers. Que faites-vous? Alors je vais me rendre à l'auberge parce que je pense que rencontrer le chevalier de la Rose Grise est malheureusement presque indispensable. Alors si vous avez rendez-vous avec quelqu'un à Roque-Logis, je n'ai toujours pas trouvé comment avoir rendez-vous avec quelqu'un à Roque-Logis. Ce livre me réserve encore quelques secrets. L'auberge 118. Deux énormes spadassins sont flanqués de chaque côté de la porte. Ils vous jettent un regard soupçonneux, puis consentent à vous laisser entrer. L'auberge n'est pas très grande et vous éprouvez aussitôt une sensation de promiscuité tant la pièce est bondée de clients. Toutes les tables sont occupées et bon nombre de clients sont debout. La majeure partie d'entre eux ont pris le visage noirci par le charbon et des mains calleuses. La plupart ont une dentition déplorable qui ferait frémir les courtisans de la cour impériale. Alors que vous vous approchez du comptoir, vous remarquez un grand homme à la barbe blonde et hirsute, littéralement avachi sur une table et marmonnant pour lui seul des paroles inintelligibles. Une lourde hache est posée à ses côtés. 3 clients fatigués de devoir rester debout semblent convoiter sa table. L'homme relève la tête et se met à hurler dans l'auberge. « Les tables sont réservées aux chevaliers, bande de gueux !» éructe-t-il. « Je suis un canis rosa,
et je n'ai pas l'intention de céder ma place à des esclaves de votre sorte. Vous vous rappelez que le nom de Canis Rosa désigne l'ordre des chevaliers de la Rose Grise, la garde prétorienne de l'ancien roi Argélite, aujourd'hui dissoute par les princes régents. Les insultes fusent, sans décontenancer le moins du monde l'ivrogne qui ne bouge pas d'un pouce. Soudain, un client se jette sur lui et se met à le ruer de coups. Il est aussitôt suivi par d'autres et c'est un véritable lynchage auquel vous assistez. Si vous dégainez votre arme pour venir en aide aux guerriers, malgré ses manières déplaisantes, rendez-vous au 98. Si vous ne faites rien, 66. Je vais évidemment lui venir en aide. 98. Vous dégainez votre arme et vous vous interposez entre l'ivrogne et la populace en furie. Il vous insulte avec rage, mais reste à distance. Vous agrippez par le col l'homme qui reprend peu à peu ses esprits, et vous reculez vers la sortie. La milice vous remarque-t-elle? Jetez les dés. Difficulté 2D. Bon, voici un petit test. Alors, 2D, bon, ça vaut pas le coup d'utiliser un dé de réserve, là. Ça serait bien la malchance, n'est-ce pas? Alors, j'en ai 2, et lui en a qu'un. C'est réussi. J'aime bien les petits lancers de dés. Je suis déçu par la collection de destin à ce niveau-là. Bon, c'est un modeste handicap, mais je préfère quand il y a des petits lancers de dés et un peu plus de gestion de feuilles de personnages. Alors, rendez-vous au 301. Lorsque vous débouchez dans la rue, vous apercevez 2 miliciens se diriger vers l'auberge. Le grand guerrier sort brusquement de sa léthargie. L'adrénaline a, semble-t-il, complètement dissipé les brumes de l'alcool et son visage a retrouvé sa fraîcheur. « Suis-moi », vous dit-il, et tout en vous serrant le poignet, il vous emmène dans le dédale du quartier des Manouvriers. Après de longs détours par des ruelles sinueuses, il s'arrête enfin devant une sorte de hangar où sont entreposés des centaines de sacs de charbon. « Merci, étranger, je te dois la vie. Sans toi, ces fous furieux m'auraient taillé en pièces. » Face à tant d'effusion, vous n'osez vous dégager de son accolade. L'haleine qu'il exhale empeste tellement l'alcool que vous finissez par le repousser. Alors, je vais dézoomer un tout petit poil. Hop. Alors que vous scrute les pieds, des pieds à la tête, son visage change d'expression à la vue de l'anneau que vous portez au doigt, signe d'appartenance à la guilde des diplomates. Vous jurez entre vos dents. Voilà bien longtemps que vous auriez dû ôter cet anneau. À votre grande surprise, il se met à rire aux éclats. « Ça alors, un diplomate ici, à Rock-Logis, c'est bien la meilleure. Qui aurait cru que je serais sauvé par un de ces intrigants? Je te dois la vie, mon ami. Je suis Cagliostole, chevalier de la Rose Grise, et je pense que si un diplomate est dans ce foutu coin, c'est qu'il y a de grands événements qui se préparent. Rendez-vous au 330. » Assis dans la pénombre des sacs de charbon, Cagliostole vous dévisage de son regard perçant. Il vous était extrêmement reconnaissant de lui avoir sauvé la vie. Aussi, c'est sans retenue qu'il se confie à vous. La situation est très difficile dans cette région. Des combats ont fait rage entre la phalange et la meute d'Orune. À présent, les brigands sont retranchés de l'autre côté de la passe. L'ordre des Chevaliers de la Rose, auquel j'appartiens, a été dissous. Nombre de mes camarades ont été tués ou emprisonnés, d'autres ont dû pactiser avec cette crapule d'Orune pour fuir vers Kronenstadt et préparer la résistance. Moi, j'ai erré des jours et des jours, ne sachant que faire, noyant mon désespoir dans la bière, Xatamarienne. Et toi, pourquoi es-tu ici? Vous décidez de prendre le risque de lui faire confiance. L'ordre des Chevaliers de la Rose Grise a toujours servi loyalement la cause de l'ancien roi Argélite et donc de facto l'impératrice. Vous lui racontez votre mission d'investigation dans le port de Gizorn, la fermeture de l'Administrum et du Triumvirat et la persécution des sœurs zélotes de Sinistrose. Vous lui parlez de votre rencontre avec de la Dorès Magd et de sa fin tragique. Et enfin, avec quelques minutes d'hésitation, vous mentionnez la petite Zilla et son formidable pouvoir.
Je dois lui faire franchir le pont et l'escorter jusqu'à Kronosdate, lui dites-vous. Les sourcils froncés, il vous répond d'une voix grave. Pour atteindre la passe, il faut s'engager dans une galerie creusée dans la montagne. Si tu l'empruntes, tu te feras abattre sur le champ par les miliciens. Ils surveillent l'accès au pont pour couper la route aux fuyards. Il y a toutefois un autre moyen. Cadostol fait une pause en vous dévisageant. La montagne est parsemée d'une multitude d'étroits tunnels forés par les vers rocheux. Lorsque tu arriveras en vue de la galerie, longe la paroi sur la gauche jusqu'à une pierre gravée d'une étoile. À cet endroit précis, après une ascension d'une dizaine de mètres, tu trouveras un orifice creusé par les vers. Rocheux. Vous gagnez un dé d'action de réserve. Lorsque vous vous trouverez devant la galerie menant à la passe du Bourbier, le texte vous proposera de chercher une issue cachée. Vous devrez alors vous rendre au 105. N'oubliez pas de noter ce numéro. Alors, un dé d'action de réserve, je passe à 10. C'est incroyable. Et je vais noter le 105. Le 105. Hop. Rendez-vous au 149. À présent, il est temps de prendre congé du chevalier et d'aller retrouver Zila et Telgosh. Avant de partir, Cadostol pose sa hache sur son front et vous déclare solennellement qu'il se donne désormais pour mission de rassembler d'anciens chevaliers de la Rose Grise. Nos routes se croiseront à nouveau. Que ton nom soit sanctifié, diplomate. Je prierai Almaron pour guider tes pas loin de l'inframonde. Vous le saluez et sortez du hangar. Si vous désirez aller à la petite place, 83. S'il est temps de rejoindre vos compagnons, 318. Eh bien, je vais aller au 83 et sur la petite place. La place est encadrée d'un côté par un austère bâtiment triangulaire qui doit sans aucun doute être le temple dédié à Almaron. De lourdes chaînes en barrent l'accès et 2 sentinelles sont flanquées de part et d'autre du portail. De l'autre côté, une immense bâtisse en forme de demi-cercle dépasse largement de sa taille tous les autres bâtiments de la cité. À voir le nombre de soldats en armure postés alentour, vous supposez qu'il s'agit de la caserne du Casus Bellum, c'est-à-dire la garde militaire passée depuis peu sous les ordres de prince Félon. Le reste de la place est occupé par un marché couvert d'où s'échappent des parfums de cuisson mêlés à ceux du cuir fraîchement tanné. À côté d'une fontaine, un panneau de bois est fiché dans le sol. Une feuille de parchemin y est accrochée. Enfin, à l'autre bout de la place, vous apercevez un accès à l'immense escalier qui conduit au niveau supérieur du village. Si vous pénétrez dans le marché, 167. Si vous approchez de la fontaine pour aller à la pancarte, 222. On peut monter l'escalier au 309 ou on peut s'approcher prudemment du Casus Bellum. Alors je vais d'abord lire la pancarte parce que je crois qu'il y a un point d'information à glaner. Il me semble, avec l'avis de recherche, si ma mémoire est bonne. Il s'agit de 2 pages couvertes de gros caractères. La première est un avis municipal, la seconde est un portrait grossièrement exécuté. Vous lisez ceci. En 1123, quelque chose comme ça. La nouvelle principauté de Shannara établit comme règle les points suivants. La suppression des institutions représentatives des non-humains, triumvirat, considérés comme les ennemis de la nation. L'interdiction de toute appartenance à une guilde, à un groupe religieux, une corporation ou une fraternité guerrière qui ne soit pas reconnue par l'autorité princière. 3. L'interdiction absolue d'exercer l'art des arcanes. Les détenteurs de telles facultés contre nature devront immédiatement se déclarer au Casus Bellum et de leur localité pour y être enregistrés. 4. Toute personne qui prendra connaissance de la présence d'une sœur zélote devra immédiatement en informer les autorités. 5. En dernière séance, ce sont toujours les décisions des membres de la Phalange Noire qui font force de loi. 6. Les personnes qui ne respecteront pas ces règles édictées pour le bien de tous ceux-ci seront punies de peine allant de l'emprisonnement à la mort. Gloire à Dologlor, gloire à Mithalrun. Cet édit de loi vous fait froid dans le dos. Tout ce que vous aviez à présent pris pour des hypothèses se révèle complètement exact. Le pays de Shannara a sombré dans la pire des dictatures. Vous gagnez 2 points d'information.
C'est pas un point qu'il y a glané, c'est 2, c'est super, je passe à 6. Avis de recherche. Vous jetez un œil sur le portrait, votre sang se glace lorsque vous reconnaissez le visage de Zila. Ziloé Dravna, dangereuse, sans zélote et recherchée. Une récompense de 200 pièces d'or ainsi qu'une lettre de recommandation princière seront offertes à toute personne qui contribuera à la capture de la fugitive. Vous décidez de quitter immédiatement le village pour retrouver... Enfin, si vous décidez de quitter immédiatement le village, 318. Si vous faites un tour au marché, 167. Alors, est-ce que je vais au marché ou pas? Je vais aller au marché. 167. Il me manque plus qu'un point d'information pour passer, là, je dirais, à la deuxième partie. Le marché est constitué d'une dizaine d'échoppes placées sous une épaisse toile tendue. Parmi les vendeurs, un marchand de cuir, un apothicaire et un armurier attirent votre attention. Vers qui vous dirigez-vous? Alors, j'irai bien vers le marchand de cuir. Je crois que j'avais fait les 3. 246. L'homme qui vous reçoit est puissamment bâti. Il porte un gilet et des bracelets de cuir. Il a le crâne rasé et exhibe fièrement une épaisse moustache. « Bienvenue chez Brax », vous dit-il en guise d'accueil. « Pour quelques pièces d'or, je peux t'équiper de cuir des pieds à la tête. Vous êtes intéressé par une armure de cuir et un fouet qui vous semblent tous deux d'excellente facture. L'armure coûte 5 pièces d'or et le fouet en coûte 3. Si vous désirez, vous pouvez acheter l'un ou l'autre de ces objets ou les deux. L'armure de cuir permet d'utiliser un dé d'action spécial lors de chaque combat. C'est super utile, j'avais pas fait gaffe. Alors je vais acheter l'armure de cuir, bien entendu. Alors l'armure de cuir. Armure. Excusez-moi, je suis obligé de prendre un peu de temps pour les considérations logistiques et de noter des spéciaux plus un dé combat. Donc ça, c'est super utile. C'est même fantastique. Alors je me suis acheté un truc transparent là, pour avoir une meilleure fiche de personnage, mais c'est pas encore arrivé. Pendant que vous réfléchissez à l'opportunité de ces achats, Braque vous scrute des pieds à la tête, comme s'il essayait de vous jauger. Tu sembles avoir fait un long voyage étranger. Serait-ce la proximité du Bourbier qui t'amène à Roclogis? Alors, on peut lui demander un chemin pour la passe du Bourbier, mais je vais plutôt prendre congé en me rendant aux 60. Vous n'avez pas le temps de vous rendre chez un autre commerçant car la place est soudainement emplie d'une multitude de soldats. J'espère avoir fait le bon choix, puisque plus un dé le combat, c'est énorme en fait. L'armure de cuir, elle est super utile. Ils interpellent les passants et leur posent des questions de manière menaçante. Il ne serait pas prudent de rester ici plus longtemps. Notez que vous ne pourrez plus retourner sur la place de Roclogis. Alors, on peut revenir à l'entrée du village ou on peut aller dans les beaux quartiers. Je vais aller bien sûr dans les beaux quartiers au 309. De nombreuses sentinelles sont postées le long de l'énorme escalier. Vous vous fondez dans un groupe de compagnons menuisiers transportant des meubles finement ouvragés et vous parvenez sans encombre au sommet. Le panorama qui vous accueille dans cette partie de la cité est étonnant. Vers le sud-ouest, vous voyez s'étendre la plaine de Dagos et le bois aux chênes. Plus loin, vous remarquez même une petite tache noire qui doit être la ville de Tantarel que vous avez quittée il y a à peine 4 jours. Dans la direction opposée, la plaine de Dagos continue de s'étendre sur une distance plus réduite. Elle est ensuite complètement barrée par de hautes montagnes. La chaîne du Pic Noir, dont le sommet du même nom s'élève à plus de 5000 mètres d'altitude. C'est au cœur de ces montagnes que vous trouverez la passe du Bourbier, unique point de passage permettant d'éviter l'ascension du pic. Là, cachée dans les profondeurs de la montagne, s'ouvre la faille de Taza,
qu'il vous faudra franchir pour mettre Zila à l'abri. De l'autre côté, vous savez que vous entrerez dans un territoire sauvage régi par les règles du brigand Orun. Vous baissez la tête et contemplez à présent les bas quartiers de Roc-Logis. À cette hauteur, vous distinguez nettement le labyrinthe de ruelles qui forme le quartier des manœuvriers et les innombrables personnes qui vont et viennent dans la pénombre du crépuscule. La ville, qui vous paraissait si insignifiante, vous dévoile en cet instant sa beauté sans phare. Vous sortez de votre rêverie et contemplez les quartiers cossus qui vous font face. De longues rues pavées et rectilignes partent de l'escalier dans 5 directions. L'artère centrale mène au quartier des Guildes. Les 4 autres conduisent à des quartiers résidentiels. Alors, on a le choix entre l'artère centrale, l'une des rues résidentielles ou le haut quartier. Alors, je crois que j'avais fait l'artère centrale et j'avais trouvé la chouette. Et j'ai pas noté, malheureusement. J'ai pas noté. Donc, je vais aller dans le haut quartier parce que je crois que je l'avais pas fait. Le 17. Le 17. J'ai un doute. Ah si, c'est là qu'on trouve la chouette. Bon, je vais prendre la chouette. Le plan est tracé d'une manière malhabile. Il représente la place où vous vous trouvez, ainsi que 5 rues qui vous font face. Sur l'artère centrale sont écrits « Ancienne bibliothèque » et « Volière des corbeaux voyageurs ». Une autre indique « Attention, beaucoup de gardes ». Dans les quartiers résidentiels, seules 2 maisons sont marquées d'une annotation. Vous pouvez lire sur l'une d'elles « Porte bleue, trésor de la famille d'Icare ». Sur l'autre, « Porte verte, Gégorz le sage », suivi d'un pictogramme représentant un crâne et des tibias croisés. Alors, je vais essayer autre chose. Bon, la chouette, je ne sais pas si elle me sert. Elle me rejoint après la passe du Bourbier. Alors, est-ce que j'irai pas voir Gégorz le Sage pour... Il me manque un point d'information, je crois, pour passer au chapitre suivant. C'est très important. Alors, je vais peut-être choisir une des rues résidentielles. Gégorz le Sage. 398, allez. 398, et je veux la porte verte. Le quartier est extrêmement calme. La maison à droite et à gauche expose de super façades à colombage. De nombreuses moulures en bois qui ornent leurs devantures sont absolument magnifiques. Ici, des marqueteries représentent des scènes de marché, là des gravures sur bois inspirées des grandes batailles de Shennara. La majorité des habitations sont silencieuses, beaucoup d'entre elles ont même l'air vides. Seules quelques-unes ont leur cheminée fumante. Arrivé à un carrefour, votre attention est attirée par une maison plus petite. Elle est entourée d'un jardinet planté de houx. La porte d'entrée, peinte d'un vert criard, ouverte, grince sur ses gonds au gré des mouvements d'air. Un peu plus loin, de l'autre côté de la rue, une magnifique bâtisse, hérissée de gargouilles, étend son ombre sur une grande partie du quartier. Son portail bleu-azur est également ouvert. Cela vous paraît étrange que l'intérieur de ces maisons soit ainsi accessible aux premiers venus. Si vous décidez d'éclaircir ce mystère, vous pouvez entrer dans la petite maison ou dans la grande bâtisse. Alors je vais entrer dans la petite maison 277. Je crois que j'ai déjà fait. Il y a pas mal de choses à faire dans cette cité, mine de rien. Vous pénétrez dans la petite maison. Les meubles sont renversés. Des monticules de verre jonchent le cadavre d'un vieil homme égorgé. Et le cadavre d'un vieil homme est égorgé sur une table au milieu d'un amoncellement de livres à moitié déchirés. Vous remarquez qu'un des tomes éparpillés est intact. Il s'agit d'un livre dont la couverture porte le titre d'Animus Immobilis, Éveil des objets. Alors on va approfondir la fouille. Donc, psychomancie et éveil des objets.
psychomancie et éveil des objets. Ça me sera utile. Alors, j'approfondis la fouille. Ça, je ne l'avais pas fait. Il ne me semble pas. 356. Alors que vous fouillez la maison, des bruits de pas se font entendre dans la rue. Par la fenêtre, vous distinguez une patrouille de garde. Ils s'engouffrent dans l'allée. Ah merde. 62. Alors. « 62. Je crois que c'est pas bon. Merde. Les patrouilleurs fondent sur vous et vous clouent à terre sans ménagement, après vous avoir privé de vos armes et de votre équipement. Ils vous conduisent dans une cellule située au sous-sol de la caserne. Après 6 mois d'attente, c'est l'émotion, je suis désolé. Après 6 mois d'attente dans un cachot sordide, vous vous faites une raison. Vous ne verrez plus jamais la lumière du jour. Votre aventure s'achève ici dans les géoles de Roc-Logis. Et zut, pour ne pas dire plus grave. Ben voilà, je le savais que je ne devais pas m'attarder. Et encore une fois, ma curiosité. Et ben c'est un essai de plus, que voulez-vous que je vous dise. Mais par contre, je ne vais pas reprendre au début. Il y aura encore une vidéo supplémentaire pour arriver au bout. Qui ne saurait tarder. Passionnant, passionnant, passionnant. J'avais vécu beaucoup d'émotions sur les livres dont vous êtes l'héros quand j'étais plus jeune. Et je les retrouve quasiment intacts 30 ans plus tard. Sauf que ce volume est quand même plus travaillé, je pense, que les livres de l'époque. Mais je me suis promis de refaire Sorcellerie, l'une des meilleures séries sorties à l'époque, pour pouvoir bien comparer. Voilà. Je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je suis désolé d'être aussi maladroit dans mon exploration de la ville de Roc-Logis, mais c'est la règle du jeu, que voulez-vous. Ciao, bonsoir et j'espère à bientôt.